La culture joue un rôle crucial dans notre société et demeure un puissant levier de cohésion sociale, mais tout le monde n'y a pas accès de la même manière. Les artistes jouent un rôle essentiel dans la construction d'une société plus inclusive et équitable. À travers leur art, ils peuvent donner une voix aux personnes marginalisées, partager leurs expériences et perspectives et sensibiliser le public à divers enjeux sociaux. La culture est-elle suffisamment inclusive et accessible pour les personnes marginalisées de notre société? Est-elle capable de rejoindre des publics hors des grands centres urbains? Aujourd'hui, on se pose la question et on s'interroge sur l'accès à la culture et son impact sur la société. Bienvenue à Question de culture. La démocratisation de l'accès à l'art et à la création est au cœur de la mission de certains organismes de la région de Québec qui œuvrent dans diverses disciplines artistiques telles que la danse, le théâtre et les arts visuels. Le musée ambulant en est un exemple. Véritable petit musée d'art nomade, il sillonne les routes du Canada pour amener l'art vers ses publics directement dans leur milieu de vie. Le musée ambulant cherche à faire tomber les barrières qui empêchent un accès direct à l'art. Nous sommes allés à la rencontre d'Ophélie Lemay, médiatrice au musée ambulant. Le musée ambulant veut démocratiser l'art. Pour ça, on rencontre des publics qui ont peut-être moins l'habitude d'aller dans des musées. Donc, parce que c'est pas un lieu qui ont l'impression qui est dédié à eux, ou parce que le musée le plus proche est peut-être à des kilomètres et des kilomètres. Donc, comme c'est nous qui nous déplaçons, qu'allons à la rencontre des gens, ça rend l'accès à l'art plus facile pour certaines communautés. On voit vraiment les gens de 0 à 104 ans. Donc, on essaie de couvrir le plus large possible. Quand je dis que je suis médiatrice, des fois, les gens ils me demandent un peu à la blague si je règle des conflits. Puis moi, je pense que oui. Je viens comme régler un conflit entre l'art et le public. Donc, je vois le travail de médiation un peu comme si j'étais un pont qui aidait les gens à traverser. Donc, traverser vers l'art. Puis pour ça, c'est des discussions, c'est des questions, c'est des jeux des fois. C'est une ouverture d'esprit. Donc, contrairement à de la médiation ou à un guide qu'on verrait dans un musée traditionnel, la médiation au musée ambulant, on le voit comme une discussion. Donc, on parle avec le participant, il vient nous donner sa propre interprétation de l'œuvre, puis on fait un échange comme ça. Je suis pas là pour donner de l'information, on est là pour vivre une expérience collective. Au musée, on essaie toujours d'avoir des activités qui sont rassembleuses. Donc, on fait des activités dans des CPE, des résidences pour personnes âgées, des écoles de tous les niveaux, des festivals. Donc, la communauté, c'est très, très important. On pense que l'art, en fait, c'est un lieu de rencontre. On construit ensemble des histoires autour des œuvres d'art. Puis, on croit que ça renforce vraiment l'esprit de communauté partout où on va. C'est vrai que la culture, elle est très centrée autour des grandes villes, au Québec et partout au Canada. Donc, il y a certaines communautés très éloignées qui n'ont pas accès à des expositions d'art, surtout d'art contemporain. Donc, en se promenant, on enlève ce petit défi-là, finalement, à l'accès à l'art. C'est nous qui allons vers les gens. Puis, ça leur permet d'avoir des œuvres qui ont été faites. Des fois, la peinture est encore fraîche, là. Donc, ça leur donne une proximité à l'art, puis à tout le monde que ça offre. Les artistes de notre collection, on les connaît. On est en contact avec eux. Ça rend la communication très facile entre l'artiste et le public. Ça arrive des fois que les participants à nos activités nous posent des questions auxquelles on n'a pas les réponses.
Donc, facilement, on peut contacter les artistes, puis après ça, communiquer la réponse aux participants. Donc, ils sentent vraiment qu'il y a une proximité avec les artistes. Puis, ça s'inscrit aussi dans notre mission de démocratiser l'art parce que on démocratise pas juste le monde de l'art, mais le monde de l'artiste aussi. Ça fait comprendre aux gens que le métier d'artiste, c'est un métier qui est accessible aussi. Les gens travaillent à être artistes, puis un enfant qui participe à nos activités pourrait devenir artiste un jour aussi. Pour noter l'impact du musée, on garde des informations comme des chiffres. On le sait que l'année passée, on a vu plus de 20 000 personnes, ce qui est quand même notable pour un musée d'art contemporain. On a visité 4 provinces et territoires du Canada, au-delà de les 15 territoires du Québec. Donc, on se promène beaucoup, on voit beaucoup de gens, mais moi, je trouve que c'est vraiment dans les réponses que les gens nous donnent qu'on comprend vraiment l'impact qu'on laisse aux gens. Par exemple, on est allé visiter des CPE qu'on avait visités il y a 1 an. Puis les enfants de 4 ans se souvenaient de nous. Ils se souvenaient des œuvres qu'ils avaient vues. Ils se souvenaient de l'activité de création qu'ils avaient fait. Donc, ça, vraiment, on sent qu'on laisse une trace. Puis, on espère que les gens, après ça, gardent ça avec eux. Puis que quand ils sont face à une œuvre d'art, ils se rappellent un peu de toutes les stratégies qu'ils ont appris avec nous, toutes les manières de rencontrer une œuvre. L'art et la culture dans les régions rurales ne sont généralement pas très accessibles. Par contre, dans certains villages, on voit naître des projets culturels prometteurs. À Saint-Damien-de-Bocklen, après 130 années de présence, les Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours quittent la région pour s'installer dans une nouvelle maison de retraite à Québec. Depuis 2020, la congrégation soutient progressivement la transmission de son patrimoine. Des organismes à vocation sociale et culturelle s'installent dans les différents immeubles qui sont pour la plupart cédés à la municipalité. Mais alors, le Musée des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Sa mission, tisser les liens entre la sagesse de l'histoire et les réalités actuelles par la préservation et la médiation de l'histoire régionale, rurale et missionnaire de la congrégation. Hélène Pélissier, artiste et médiatrice culturelle, a comme mission de faire rayonner l'héritage de cette congrégation par des activités artistiques mettant en lumière le savoir-faire de cette communauté religieuse. On est au Musée des Sœurs du Perpétuel Secours. C'est un nouveau musée qui vient d'ouvrir à Saint-Damien-de-Bocklen. Puis, ils ont eu la bonne idée de faire un poste pour de la médiation culturelle. Bien, en fait, la médiation culturelle, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment d'amener l'art, la culture vers les gens ou les gens vers l'art et la culture. Puis, si possible, de se servir aussi de leurs connaissances, de leur intérêt, puis être certain que, dans le fond, ce qu'on développe comme projet, ça répond à leurs besoins. Le musée, c'est vraiment pour rendre compte de ce que les sœurs ont fait à Saint-Damien-de-Bocklen, comment la congrégation, dans le fond, a créé le lieu, puis comment ils se sont déployés autant dans la région que dans les missions à l'étranger, mais sous un regard un peu, je veux dire féministe, même si les sœurs ils adhèrent pas tant à ce mot-là, mais pour montrer comment les femmes ont eu un impact, puis comment ils vivaient en autarcie, ils créaient tout, leurs vêtements. C'est vraiment pour montrer tout ça, puis être fiers du passé qui s'est passé à Saint-Damien-de-Bocklen. Puis les outils de médiation, c'est pour le réinscrire actuellement, puis faire un lien, dans le fond, entre le legs des sœurs et les jeunes de nos jours, ou les moins jeunes, mais faire un dialogue. Bien, ici, au Musée du Perpétuel Secours, il y a énormément d'artefacts puis d'objets qui ont été utilisés par les sœurs au cours des 130 années qui ont été ici. Par exemple, ils faisaient des recettes médicinales pour traiter la grippe et tout ça avec des herbes locales. Donc ça, on pourrait réutiliser ça pour faire des projets de recettes maison, des petits onguents, des petites choses comme ça. Ça se fait relativement bien, puis il y a beaucoup de matière de ce côté-là. Après ça, les sœurs aussi faisaient leurs propres livres, leur propre édition. Donc, tout ce qui est typographie, reliure, ils faisaient leur papier. On pourrait faire des ateliers de papier.
Puis on pourrait amener ça avec les clientèles pour voir qu'est-ce qu'eux, ils connaissent. S'il y a quelqu'un dans un CHSLD qui a des connaissances au niveau de la typographie, qui fait de la poésie, qui voudrait faire un petit carnet, bien, on va en profiter. On va prendre cette personne-là, on va développer un projet pour le groupe, puis après ça, on peut faire un petit carnet de poésie, d'écriture. C'est incroyable, il y a tellement de choses ici, là. Les artistes, je pense vraiment qu'ils peuvent aider à créer une communauté puis à rendre la communauté plus inclusive. Ça crée des dialogues, ça crée un lien qui se fait en dehors souvent du langage parce qu'on parle d'un autre langage, la création. Donc, si on fait un acte créatif, on n'a pas besoin nécessairement de parler la langue de la personne avec qui on le fait. On n'a pas non plus besoin d'avoir les mêmes codes, d'avoir habité au même endroit. On peut créer ensemble, puis après ça, on peut être fiers ensemble de ce qui a été fait. Les projets artistiques donnent vraiment une voix aux personnes marginalisées quand ils sont vraiment ancrés dans le besoin de ces personnes-là. C'est ça l'enjeu le plus complexe. Il faut vraiment aller avant de penser au projet, voir si est-ce qu'ils ont envie de faire ça. S'ils ont envie, est-ce qu'ils ont des questionnements? Puis réfléchir au projet de cette manière-là. Le projet que je préfère le plus dans tout mon parcours, c'était vraiment le projet Caméra Obscura, qui a été fait avec Hydra Labrie et Sébastien Clavet à Pêche-Sherpa, avec des gens vulnérables ou à risque de l'être, mais c'était aussi ouvert au public. Ils ont créé une petite caméra maison avec un petit trou, puis on mettait une pellicule photographique, puis on est allé dans les lieux que les gens nous ont proposés pour faire des photos, puis après ça, il y a eu un vernissage de ces images-là. C'était du bonbon parce que, tu sais, ça venait des idées des gens, des lieux que les gens voulaient. On est allé en auto faire des captations, on a créé l'objet, puis après, on a eu une exposition. Les gens qui ont pris les photos, ils étaient fiers. C'était eux, les artistes, mais ils ont été soutenus par des artistes professionnels, puis ça a été démontré dans un lieu qui montrait aussi les œuvres dans leur splendeur. J'imaginerais pour le musée et pour Saint-Damien de devenir un pôle un peu culturel dans la région et de permettre de faire émerger tous les talents qu'il y a, aussi tous les artistes, les artisans qui se trouvent dans Chaudière-Appalaches et les environs, puis de permettre peut-être aussi des gens de Québec de venir dans la ruralité puis de voir tout ce qui se fait et de continuer, dans le fond, ce que les sœurs ont fait puis d'utiliser leur savoir pour le mettre au goût d'aujourd'hui. Donc, je rêverais d'avoir une belle fréquentation, de faire des liens autant avec les CPE jusqu'au CHSLD, que les gens viennent ici puis que nous aussi, on se déploie dans la collectivité et de faire des collaborations. Créer de la vie, des échanges, tout ce qu'on veut faire en médiation, des liens, du dialogue, du bonheur. L'inclusion sociale, alors, s'exprime également par le milieu théâtral à Québec. Entracte, organisme culturel à vocation communautaire, se spécialise dans la formation et la production artistique impliquant des personnes en situation de handicap. Ces formations axées sur les arts de la scène offrent un parcours accessible et rigoureux. Les interprètes en situation de handicap occupent une place centrale, tant sur la scène que lors du processus de création. S'articulant autour d'enjeux contemporains, Entracte cherche à devenir la caisse de résonance d'une parole qui gagne à être entendue et à orchestrer des rencontres mémorables entre le public et la différence. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-François Lessard, directeur général et artistique chez Entracte. On va faire quelques phrases de diction. Si tu veux bien mettre ce crucifix entre tes dents. Hein? Est-ce vraiment nécessaire, mon père? Madame, le diable est dans les détails. La mission d'Entracte, c'est de produire et de former en compagnie d'artistes vivant des situations de handicap. Donc, cette production-là, cette formation-là se déploie à travers 2 volets. On a un volet atelier qui est ouvert à tout le monde, vraiment toute personne qui a envie d'essayer ça. Ils apprennent les rudiments de base de ce que nous, on considère comme étant les arts de la scène, c'est-à-dire essentiellement le théâtre, la danse, le mouvement, font un peu d'impro aussi. On commence par ça. Puis on a un volet production professionnelle aussi,
Et les participants sont amenés à créer autour d'un thème et de travailler à la présentation d'un spectacle qui, là, rejoint un plus large public et qui diffuse à travers différentes salles ici à Québec ou parfois en tournée. Tu veux que je te parle d'un plan des jeux? Vas-y. Nous ne serons jamais, mais jamais des Anthony Perkins. Nous n'avons pas de mère enterrée dans un cimetière. Peut-être que si. Nous ne savons pas. Notre volet production professionnelle, c'est arrivé pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'on avait envie d'approfondir, on avait envie d'aller un peu plus loin dans la matière théâtrale. Ça, c'est la première raison de l'apparition des productions professionnelles, un désir d'approfondissement. Pour les participants d'Entraque, il y a un désir de professionnalisation. Parce qu'évidemment, dans nos productions professionnelles, bien là, c'est toutes les normes Union des artistes. Ils sont payés pour répéter, pour présenter. C'est une façon de dire ton travail a de la valeur, ton travail mérite d'être rémunéré. Et évidemment, bien, la troisième raison, c'est de rejoindre un plus grand public. Alors je pense. Tu penses ça ce matin. Tu penses au miroir. À ton visage? Au rasoir. À la coupure. Va-t'en! C'est à toi de partir! Les personnes en situation de handicap, des fois, on a tendance à les mettre dans des cases. On a toujours tendance à leur tendre le micro, à leur donner la parole, à leur demander « Qu'est-ce que tu as à dire, toi? » Puis ils ont des choses à dire. Ils ont envie de prendre leur place dans notre collectivité. Donc, rejoindre un grand public, se faire féliciter après un spectacle par des gens qui ne connaissent pas. Ils disent ben, « Hey, j'existe pour plus que mon petit cercle d'amis à moi. J'existe pour des gens, je suis utile. Je raconte des histoires à des gens que je connais même pas. C'est ça mon utilité. » Swing la fondue dans une colle! Jeanne avec Antoine! Puis Jeannette à Crémont! Puis fais-y voir qu'elle était pas morte! J'ai demandé à certains participants qu'est-ce que ça leur apporte d'être à Entracte. Et j'ai une petite feuille ici, là, je leur ai écrit. Ils m'ont répondu rapidement. Donc, j'ai ici le témoignage de Geneviève Breton. Geneviève Breton, ça fait 8 ans qu'elle était à Entracte. Et là, récemment, elle a fait partie d'une production professionnelle qui s'intitulait « Le problème avec moi ». Qu'est-ce que ça lui apporte à Entracte? Elle dit « Du grand, grand bonheur et un sentiment que nous aussi, on peut faire du théâtre, même en ayant des difficultés quelconques. » J'ai aussi le témoignage de Jean-François Plante. Lui, ça fait 18 ans qu'il est à Entracte. Qu'est-ce que ça lui apporte à Entracte? Une confiance en soi, une occasion de se réaliser sur scène et de vivre une expérience artistique en groupe. Ça brise mon isolement aussi. J'ai Mathieu Bérubé-Lemay, que ça fait 14 ans qu'il est là. Mathieu, c'est comme, des fois, je le présente comme ma muse. Mathieu, il dit « Je dirais qu'Entracte m'apporte la chance de m'exprimer en public, de montrer une partie de moi-même que les gens ne verraient pas autrement. Tout cela aide à me sentir plus sûr de moi et augmente mon estime en moi. Cela me permet de faire des rencontres passionnantes et élargir mes capacités d'interaction sociale. En gros, vraiment, je dirais qu'Entracte m'aide à grandir en tant que personne. » Alors voilà, pour parler de qu'est-ce que ça leur apporte, je trouvais ça bien d'être leur porte-parole. Parce que d'une personne à l'autre, ça apporte différentes choses. C'est généralement positif. Tu as donc liberté! Je ne suis pas l'inconnu qui frappe au hasard, je frappe là où je veux. D'abord, avant tout, on veut faire des bons shows. On veut faire des bons shows. On veut que les gens viennent voir les shows, sont touchés, ça les fait rire, ça les fait réfléchir et ils ont envie de revenir voir des shows d'Entracte. Ils ont envie de dire à d'autres personnes de voir ce spectacle-là. C'est ça l'impact de base qu'on veut. Mais après, les gens qui ont vu un spectacle me disent que c'est un bon show. À un moment donné, ils disent hey, c'est un bon show, mais dans le spectacle, il y avait des personnes en situation de handicap. Bien là arrive le deuxième impact qu'on souhaite, qui est sociologique, qui est de se dire, bien, hey, le vivre ensemble, ça se peut. Ça se peut, l'inclusion. Les personnes qui vivent avec des handicaps peuvent se développer, ils ont du potentiel. Donc, c'est le deuxième impact d'amener cette réflexion-là. Des fois, la réflexion est dans le contenu. Hein. Ça nous arrive des fois de parler dans le contenu des pièces de handicap, des fois pas pantoute, mais dans la démonstration, dans la mise en scène, dans ce qu'on veut, c'est toujours là quand même, un exemple positif de vivre ensemble, puis bien, de voir des personnes qui outrepassent leurs propres limites, puis qui ne sont pas laissées aller à un certain défaitisme, bien, ça donne espoir.
Il y a quelque chose qui, moi, c'est peut-être pour ça que je suis là depuis 22 ans. Les personnes que je côtoie en tract me donnent espoir d'un avenir meilleur, puis que l'être humain peut être plus grand que ce qu'on pense qu'il va être. Ouais. L'art et la culture sont rarement présents dans les milieux de la santé où chacun de nous se trouve inévitablement confronté à un moment ou à un autre. La compagnie Le Papillon Blanc Danse s'est donné comme mission d'investir ces espaces de soins et d'aller à la rencontre des personnes malades, vulnérables ou en perte d'autonomie en utilisant la danse contemporaine comme médium. À travers la danse, les artistes cherchent à insuffler du mouvement et de la fluidité dans les rigidités et les fragilités, tout en allant chercher et toucher à la beauté unique, singulière et originale de chaque personne rencontrée. La vie comme espace scénique est l'idée maîtresse derrière la création artistique de cet organisme à but non lucratif co-dirigé par Marie-Noëlle Goy. Le papillon est né vraiment de la médiation culturelle, donc vraiment l'idée de la proximité avec la personne vulnérable. On a commencé par rencontrer les personnes âgées, donc de pratiquer cette visite dansée au chevet des personnes âgées. Mais ensuite, on a été dans les CRDI, donc avec des personnes avec des handicaps intellectuels, physiques. On a eu récemment un projet avec l'école La Cité, avec des élèves qui ont le spectre de l'autisme. Alors, une visite dansée, c'est avant tout une présence auprès d'une personne âgée, par exemple, et à son chevet. Donc, il n'y a pas... Pour un CHSLD, c'est parfait parce qu'ils n'ont pas besoin de bouger personne. Puis, c'est vraiment fait pour les personnes, justement, qui ne vont jamais aux activités proposées dans le centre d'hébergement parce que trop malades ou trop de difficultés à se déplacer ou autres, cognitives et autres. Donc vraiment l'idée d'entrer dans son espace à elle et dans son état de corps en fait. C'est comme si, donc c'est beaucoup de présence, c'est beaucoup de porosité. On est dans un accueil total de la personne, donc ça demande un grand investissement du danseur qui est là, sans intention d'un résultat, sans vouloir guérir quelque chose. C'est vraiment l'idée de la présence et de partir d'elle, de son état de corps, de son tic, de sa façon de bouger la tête, de nous regarder, voilà. Et donc on va être comme dans un miroir et petit à petit, on s'adopte mutuellement. En général, on est toujours bien accueillis. Il n'y a jamais de problème avec l'accueil. Même si ça fait bizarre la danse parce qu'on ne parle pas, hein, c'est vraiment l'idée d'un médium non verbal. Donc c'est avec le mouvement, le geste. Mais ça communique tout de suite. Il y a tout de suite cette présence, c'est sûr, avec le regard. Et on va imiter en quelque sorte sa démarche, sa façon d'être. Et à un moment donné, ça bascule. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir faire des propositions et c'est un échange. Et à un moment donné, il y a un total abandon, même que je peux lâcher le regard, je peux même mettre de dos à elle. Et puis, c'est vraiment l'idée de co-créer ensemble. C'est pour ça que moi, je ne parle pas d'art-thérapie avant tout, mais de création. En fait, l'idée de la visite dansée n'est pas du tout une prestation, comme vous l'avez compris. On ne vient pas juste présenter un spectacle puis repartir, on co-crée. On y va, on n'a rien de prévu d'avance. Là, c'est de l'improvisation pure, mais intelligente, où on vient sentir et laisser la main à la personne. C'est-à-dire c'est beaucoup de patience aussi
Elle pose sa main, mais on ne se précipite pas à faire déjà un mouvement. On attend qu'il se passe... on lui laisse sa capacité d'agir, de réagir, de se mettre en mouvement elle-même. Donc, c'est vraiment ça qui est très chouette. Les proches aidants sont touchés parce que de voir tout d'un coup leur mari, leur femme lever un bras tout d'un coup ou s'éliminer le visage ou se mettre à parler. Il y a des gens qui croyaient qu'ils ne parlaient plus et la danse a fait qu'il s'est mis à parler. Tu sais, des fois, c'est assez fou ce qui arrive. Ou il se met debout. Et là, il y a une madame, moi je me souviens, elle me dit « Ah !» Mais ça fait 6 mois qu'elle est couchée même. Il y a un élan, ça vient les chercher. Et la vieille madame, elle voulait se mettre debout. Donc moi, tout le monde, asseyez-vous. Mais non, elle a l'élan. Donc on a fait tout le couloir avec la chaise roulante derrière. Et puis, voilà, bien encadrée. Elle était hyper heureuse, cette madame. Et la proche aidante, forcément, elle pleurait. C'était formidable. Et en fait, elle est morte 1 semaine après. Donc, c'était sa dernière fois qu'elle a marché, finalement. Donc, on a des histoires comme ça extraordinaires. Tu sais, c'est un toucher gratuit, c'est un toucher... c'est la beauté qu'on apporte. On est dans le beau. Alors, c'est beaucoup de paix et de joie, moi, ce que je remarque. Les artistes engagés dans l'inclusion sociale jouent un rôle essentiel en donnant une voix aux personnes marginalisées. À travers leur création, ils ouvrent des espaces de dialogue et de visibilité, transformant des récits souvent ignorés en véritables témoignages de résilience et d'espoir. En travaillant avec des communautés vulnérables, ces artistes contribuent à faire briser les stéréotypes, éveiller les consciences et promouvoir une société plus inclusive. Leur art devient un outil de transformation sociale permettant de créer des ponts entre les individus et de favoriser l'acceptation et l'accueil des différences. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt pour de nouvelles rencontres et réflexions à Question de culture.